Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, affrontement entre étudiants et forces de l'ordre à l'UGB. Les étudiants réclament le paiement de leur bourse en retard. Plusieurs d'entre eux ont été blessés lors de ces vives tensions sur la route nationale numéro 2. Trafic perturbé un moment. Élection générale de représentativité syndicale, plusieurs raisons expliquent le faible engouement selon les représentants syndicaux, l'absence de contrat de travail et le manque de communication notamment. Sauf surprise, la CNTS devrait confirmer sa suprématie. Son secrétaire général Modi Guiro sera notre invité dans Soir d'Info la suite. J'espère que Maître Moussa Diop aura raison sur l'état du Sénégal. Des propos de Khalifa Sall sur l'affaire de l'exploitation de diamants au Sénégal. Garde à vue prolongée pour l'avocat. Les détails dans un instant. Et puis, comment mieux protéger les biens culturels en Afrique? L'UNESCO et l'École du patrimoine africain ont réuni les acteurs du patrimoine à Dakar. Objectif, sensibiliser les différentes parties sur la problématique. Affrontement entre étudiants et forces de l'ordre sur la route nationale numéro 2. Les étudiants réclament le paiement de leur bourse en retard. 2 d'entre eux ont été blessés et évacués à l'hôpital durant ces vives tensions. Mamadou Kane, président de séance de la coordination avec notre équipe dans le nord du Sénégal. Bon, on a été là aujourd'hui pour féliciter l'attitude du retard des paiements des mois d'octobre et de novembre. Figurez-vous, depuis le mois de septembre jusqu'à présent, on ne parvient pas à percevoir nos bourses. Et entre-temps aussi, l'État avait bloqué les fonds de l'université occasionnelle, l'ouverture d'un seul restaurant université, chose qu'on a eu à fonctionner. À la mesure où il y a un camarade qui a été touché par balle, aujourd'hui, durant ces manifestations-là, on a enregistré énormément de blessés, chose que nous condamnons fermement. Nous sommes là pour apprendre. Et pour apprendre, il nous faudra véritablement avoir cette bourse-là qui nous revient de droit. Il est où? Donc actuellement, il a été évacué. D'autres sont là au niveau du centre médical, mais il y en a aussi des blessés. On a enregistré des blessés graves en ces termes. L'Assemblée générale, on a décrété 24 heures de cessation de toute activité pédagogique, accompagnée de 48 heures de journée de santé. À la une également de l'actualité, les élections générales de représentativité syndicale. Le manque de communication explique le faible engouement selon certains dirigeants de mouvement. L'autre élément, et pas des moindres, beaucoup de travailleurs ne sont pas en situation régulière, par conséquent, pas inscrits sur le fichier. Fatima Touré, Amadouba. Alors que les élections de représentativité syndicale ont vécu le fort taux d'abstention noté alimente les débats. Pourquoi les travailleurs n'ont pas voté en masse? Certaines centrales syndicales tentent d'apporter des éléments de réponse. Il y a beaucoup d'entreprises, en tout cas en quelque sorte, ils sont en difficulté. Soit les gens sont dans le chômage technique, ou bien qu'ils complétaient l'effectif des journaliers. Par contre, pour voter, il faut, si tu es un journalier, il faut 6 mois d'ancienneté pour voter. Ensuite, il faut venir avec un bulletin de salaire ou pièce d'identité pour identifier l'individu, ensuite sûr que c'est un travailleur. Donc il y a eu des dysfonctionnements qui ont fait que beaucoup de travailleurs ne se sont pas retrouvés dans la carte électorale et non plus aussi dans les listes. À cela s'ajoute le manque d'organisation dans certaines régions. Dans certains départements, vraiment, les préfets n'ont pas joué la carte du rapprochement des électeurs par rapport à leur bureau de vote. Vous avez vu, il a fallu à Fatick que nos camarades se regroupent en intersyndical, dénoncent le découpage que le préfet avait fait, qui avait regroupé 21 bureaux de vote dans 2 centres qui étaient presque côte à côte. La même situation s'est retrouvée à Mbaké, où tous les électeurs ont été regroupés dans 2 centres de vote. Autre fait à l'origine de l'abstention massive selon les syndicalistes, la baisse du taux de désyndicalisation chez les salariés. Nos organisations, de moins en moins, intéressent les travailleurs. C'est une grande question qui nous interpelle, nous, en tant que syndicalistes. Aujourd'hui, il y a la montée des activistes qui sont en train de concurrencer sérieusement
les syndicats. Nous avons identifié des zones d'entreprise où vraiment c'est des no man's land, où le travail précaire, ce qu'on appelle le journalier à vie, le prestataire à vie, demeure une réalité. Les résultats issus des élections de représentativité pour la région de Dakar sont attendus incessamment. Les premières tendances placent la CNT-FC, UNSAS et la CSA dans le peloton de tête. Et en attendant ces résultats finaux, le ministère du Travail juge satisfaisant le taux de participation. Voici le chef de la division des négociations et des relations professionnelles à l'UNFAL avec Chérif Dia. Au regard des résultats que nous enregistrons au fur et à mesure que les travaux des commissions électorales départementales s'effectuent, donnent un taux de participation assez satisfaisant comparé à ce que nous avons l'habitude de voir dans ce genre d'élections. Il faut comprendre que ce sont des élections dont le fichier de base est constitué des listes déposées par les employeurs. Donc on n'est pas dans le cadre d'une inscription individuelle, donc on est dans le cadre d'une inscription d'office. Il peut arriver qu'un travailleur qui évolue dans une entreprise qui n'est pas fortement syndicalisée, que ce travailleur ne ressente pas les enjeux de ces élections ou bien ne soit pas dans la mobilisation qu'il faut pour aller voter. En 2017, on avait un taux de participation de l'ordre de 27 à 28%. Alors qu'en 2023, nous sommes en train de regarder les premiers PV des départements qui nous parviennent, mais ça donne pour la plupart des taux de participation, parfois de plus de 50% dans certaines régions comme Tambacounda, Ziguinchor, et des taux de participation qui peuvent aller jusqu'à 30% dans d'autres départements. Maintenant, en termes de résultats des centrales syndicales, je pense qu'on est en train de noter, au fur et à mesure que les résultats nous parviennent, une stabilisation des centrales syndicales qui étaient représentatives depuis 2017, avec quand même des percées remarquables qu'il faut relever de la part des autres centrales syndicales comme la CNTS-FC, authentique comme l'UDTS ou encore la FGTS. Et la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal devrait, sauf surprise, garder sa première place. On en parle dans Soir d'Info la suite avec son secrétaire général Moudi Duro tout à l'heure. J'espère que Maître Moussa Diop aura raison sur l'état du Sénégal, des propos de Khalifa Sall à propos de l'exploitation de l'affaire de l'exploitation de diamants au Sénégal. L'avocat, vous le savez, toujours en garde à vue. Khalifa Sall salue l'excellent travail d'information effectué par Maître Moussa Diop, aussi Khalifa Sall avec Thierno Fall. J'ose espérer que les dénégations du gouvernement ou de la majorité ne sont pas préjudiciables à la posture qu'il a. C'est-à-dire que je souhaite qu'il ait raison sur eux. Et à ce moment-là, le travail d'information qu'il a fait est un excellent travail. On attend de voir. Aujourd'hui, le processus judiciaire est en cours. On va suivre, mais il a tout notre soutien comme militant, comme politique qui se bat pour informer l'opinion. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'il faut toujours faire en sorte d'informer vrai et juste. Le candidat Khalifa Sall en tournée à Louga. Dans l'actualité également, ce démantèlement de réseau de trafic de bois dans le département de Salémata, c'est dans le sud-est. Plusieurs troncs d'arbres ont été saisis dans la forêt de Kalati, située dans la commune de Etiolo par la gendarmerie nationale. 4 étrangers ont été arrêtés. Le point avec Ibrahima Diabakhate. Ils sont tous des ressortissants guinéens poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic et coupe illicite de bois et blanchiment de capitaux. Arrêtés par les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Salémata, ils ont été placés sous mandat de dépôt par le parquet de Kédougou. C'est au courant du mois de novembre dernier que le département de Salémata a été fortement secoué par un trafic de bois portant sur des espèces protégées, particulièrement le ven et le haya sénégalensis. Au regard du nombre important d'arbres abattus dans la forêt de Kalati,
dans la commune de Etiolo, les autorités administratives de Dar Salam avaient saisi la gendarmerie pour enquête. Les investigations menées ont permis de mettre la main sur une importante quantité de bois. L'enquête a aussi révélé plusieurs sites clandestins d'abattage d'arbres dans les villages de Edale et de Banfaroto, situés dans la commune de Oubadji. L'inspecteur régional des eaux et forêts que nous avons rencontré préfère ne pas se prononcer sur cette affaire pendante devant la justice, qui d'ailleurs a ouvert une information judiciaire pour retrouver les véritables commanditaires de ce trafic illicite de bois qui secoue le département de Salémata. Conflit opposant les éleveurs aux paysans. Les éleveurs du Conseil national de la Maison des éleveurs veulent mettre un terme à ce phénomène. Venus des 46 départements du pays, ils se sont penchés sur les différentes préoccupations du secteur de l'élevage. Ils demandent à l'État de réformer le code pastoral pour donner plus de pouvoir à l'administration locale. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et Seylati. De la Maison des éleveurs qui, fidèle à son vœu, continue de poser les actes par lesquels il s'engage à vouloir atteindre son objectif. Trouver un outil de dialogue entre les acteurs pour identifier collectivement les difficultés du secteur de l'élevage. Parce que nous constatons beaucoup de difficultés internationales et nationales concernant certaines guerres ailleurs qui nous impactent, mais aussi il y a les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. C'est important quand même que nous, on discute entre nous, mais aussi nous faire connaître les autres aussi que les agriculteurs, c'est nos parents. C'est un secteur qui a des problèmes, toujours problèmes fonciers, etc. Il a été également retenu l'idée de revoir les textes pour améliorer le code pastoral. Proposons aussi de certains textes qu'on va mettre dans le code pastoral. Mais aussi il y a les décrets que nous voulons vraiment que l'État réhabilite ces décrets-là. Le gouverneur de Thiès, Omar Baldé, s'est félicité de cette initiative. Pour avoir cheminé avec ce secteur sur 2 décennies, je suis en mesure de reconnaître les efforts qu'ils ont pu faire pour avancer les questions de l'élevage. Mais une des faiblesses des organisations, véritablement, c'est la sous-représentation des femmes. Selon Ismaël Sow, la politique du Conseil national de la Maison des éleveurs, c'est de donner une formation de qualité aux jeunes et femmes et de les intégrer dans le secteur de l'élevage. Commercialisation de l'arachide. Des producteurs de Koumpentoum dans le sud-est rejettent le prix de 280 francs le kilogramme proposé, vous le savez, par le gouvernement. Nous ne vendrons pas en dessous de 400 francs le kilo, avance-t-il. Serigne Bassiroussi, leur porte-parole avec Ibrahima Dibarate. L'agriculture est en train de traverser de grandes difficultés au Sénégal, car elle est politisée et nous savons tous que la politique ne peut rien régler. Nous savons tous que l'agriculture demande beaucoup de moyens. Nous avons acheté la semence d'arachide à 1000 francs le kilogramme. Nous avons aussi acheté de l'engrais et sans oublier le recrutement d'hommes qui nous aident dans les champs. Mais avec toutes ces charges, l'État, sans nous consulter, nous oblige à vendre le kilogramme de l'arachide à 280 francs. Et ce prix ne nous arrange pas vraiment. Le gouvernement ne doit pas décider à notre place. Nous devons être consultés sur les questions de notre secteur. Et cette année, le prix homologué, à savoir les 280 francs, ne nous arrange pas, car nous avons dépensé plus. Nous voulons qu'il augmente le prix à 400 francs, au moins. Vraiment, c'est comme si l'État ne veut pas l'avancement des paysans de ce pays. Nous nous sentons marginalisés et c'est le moment de prendre notre destin en main. Que le gouvernement sache que nous irons aux élections présidentielles dans 2 mois. Et les paysans constituent une grande majorité dans ce pays. Et si vraiment ils n'augmentent pas le prix de l'arachide jusque-là, nous allons faire des sanctions. Ça, c'est clair. Dans l'actualité également, la 31e édition de la FIDAK, la foire internationale de Dakar. L'événement annuel a démarré depuis le 7 décembre dernier, mais comme vous pouvez le voir, peu de visiteurs sont enregistrés pour le moment. Reportage Cheikh Diop. Ils sont à 336 exposants directs et plus de 2000 exposants indirects.
Mais pour le moment, il est difficile de voir l'ombre d'un client. Démarrage pour la 31e édition de la Foire internationale de Dakar. Certainement, il y a un manque de communication également. Donc, on avait l'habitude de voir beaucoup plus de visiteurs à la foire. Et cette année, il y a asymétrie d'informations. C'est important, c'est primordial, même nécessaire, je veux dire, de communiquer sur ces événements-là, d'attirer la population, quand même de les sensibiliser. Parce qu'il n'y a que des Sénégalais. Hein. Vous êtes ici au Esplanade, en face pavillon Sénégal. Malheureusement, il n'y a pas encore de visiteurs. Avant, ils faisaient des pubs et tout ça, mais actuellement, bon, je pense qu'il y a un manque de communication. On a observé ça depuis des années. Hein. Avant, il y avait des publicités partout, mais actuellement, on a vu qu'il y a un manque de communication. Et pourtant, les exposants sont sur place depuis le 7 décembre dernier. D'aucuns disent que oui, la communication, on pouvait faire mieux. Oui, on est d'accord. Parce que c'est une gestion. Une gestion n'est jamais parfaite. Il y a toujours des zones à améliorer. Vous savez, la communication a un coût. Dire qu'on n'a pas communiqué assez, en tout cas, moi, directeur général, je ne suis pas d'accord. Un manque de communication que ces participants regrettent. Ils se posent des questions sur l'intérêt de venir exposer à la foire. La foire, ce n'est pas uniquement de vendre et de faire des bénéfices. C'est l'occasion de, comme je vous ai dit tantôt, de faire la visibilité des produits, d'être en contact permanent avec surtout les Sénégalais qui consomment le produit. Et on avait ça déjà en tête avant de venir à la foire, que l'objectif principal n'est pas de vendre, mais également de se faire connaître. Parce qu'on est là pour vendre nos produits. S'il n'y a pas d'assez clients, on ne va pas revenir ici. On n'est pas là pour rien, on est là pour vendre nos produits, pour faire la publicité et la communication. Si on ne voit pas des gens, on ne va pas venir ici. Chaque année, le constat est le même. La FIDAK semble perdre de plus en plus son attraction. Les exposants regrettent ce manque d'engouement du public et craignent un manque à gagner. Santé, formation de 150 médecins africains sur le diabète. De retour dans leur pays, ils seront mieux outillés pour sensibiliser et mieux prendre en charge les malades du diabète. Écoutons le professeur Abdoulaye Ley avec Habib Faye. Formation ouverte à distance en diabétologie, dont on a parlé, mais également qui est couplée aux journées scientifiques du DS, qui est la formation spécialisée en endocrinologie de la faculté de médecine. C'est ce qui explique la présence d'à peu près 150 praticiens durant ces 2 jours pour échanger, comme vous l'avez vu, autour de cas pratiques, essentiellement sur le diabète, sa prise en charge et mettant au centre de la préoccupation le patient diabétique lui-même. Un dernier décompte que nous avons eu à faire, on considère qu'il y a 33 médecins formés uniquement à la diabétologie, mais il y a aussi à peu près 35 médecins qui sont formés spécifiquement qui ont la formation spécialisée en endocrinologie. Les endocrinologues, ces spécialistes en endocrinologie, diabétologie, nutrition sont vraiment les entraîneurs de soins qui retournent dans leur pays ou s'ils sont recrutés par l'État, qui vont dans les hôpitaux régionaux, vont pouvoir mettre en place des services d'endocrinologie, y compris le diabète dedans. Et pour les praticiens qui sont déjà aguerris, qui ont beaucoup de patientèle, comme la plupart des collègues qui viennent de l'étranger, qui sont entourés de beaucoup de diabétiques, ils sont vraiment en capacité à gérer correctement ces patients une fois retournés chez eux, ou même pendant qu'ils sont là-bas, sans avoir besoin de se déplacer pour une formation en présentiel classique. À la une également de l'actualité, la fin de la COP28 avec un accord pour effectuer une transition hors énergie fossile. Un accord jugé historique pour accélérer l'action climatique par Sultan Al-Jaber, le président de cette 21e conférence des partis sur le climat. À Dubaï, notre envoyé spécial Yacine Sey. La COP28, ici à Dubaï, communément appelée cette année la COP de l'action, la COP du bilan, touche à sa fin, a enregistré 100 000 participants. Un succès, une COP exceptionnelle, mais aussi la COP de l'espoir, car un motif d'espoir pour la fin de l'utilisation d'énergies fossiles, ces énergies fossiles qui tuent 5 millions de personnes chaque année à travers le monde. C'est une question qui est toujours en pourparlers, ainsi que les questions sur l'agriculture, les questions sur l'adaptation. Justement, nous avons interviewé le directeur de l'environnement, M. Baba Dramé, qui est revenu sur toutes ces questions. Pour la COP 28, nous avons en tout cas l'opportunité de prendre part à l'une des COP qui marqueront l'histoire de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
Je crois que c'est la première fois qu'on a un tel niveau de participation avec environ 100 000 participants. On a réussi quand même à avoir un accord sur les arrangements institutionnels pour le fonds des pertes et dommages. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à un niveau de près de 700 millions de dollars des pays à renflouer ce fonds. Il y a aussi la question de la transition énergétique qui est aujourd'hui en discussion. Mais cette transition doit être une transition juste, qui prend en compte les préoccupations des pays dont l'activité économique dépend aujourd'hui du pétrole. C'est le cas des pays de l'OPEP, mais c'est le cas également du Sénégal, qui, à partir de l'année prochaine, va commencer à produire du pétrole et du gaz. Mais nous espérons, avec les discussions qui se passent aujourd'hui au niveau ministériel, nous arriverons sous le leadership du président de la COP, qui est vraiment très engagé pour délivrer ici à Dubaï, qu'on puisse, avant la clôture, en tout cas, arriver à des consensus qui puissent nous permettre de sortir avec des décisions fortes. La COP28 a vu aussi la participation d'activistes, de militants indépendants qui sont là pour des négociations, mais aussi pour militer sur ces questions majeures liées à l'agriculture, des causes personnelles. Parmi ces intervenants, nous avons justement tendu le micro à M. Diprignon. Moi, mes attentes sont beaucoup tournées autour des questions phares de la négociation, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour des pertes et dommages. Sinon, à part ça, c'était aussi de chercher des partenaires, de visiter. Selon moi, je pense que c'est un bilan assez mitigé parce que, bon, pour certains points, il y a eu des avancements. Pour d'autres, ça n'a malheureusement pas marché. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture. Cette dernière journée de la COP aura été aussi marquée par la forte affluence d'écoliers dubaïotes venus de partout afin de découvrir la COP28. Un point fort qui montre à quel point le pays organisateur s'intéresse à l'environnement, mais d'ores et déjà prépare sa génération future à l'adaptation, mais aussi à la conscientisation de l'intérêt et de l'importance de l'environnement. Merci beaucoup Yacine et bravo à toute l'équipe à Dubaï. Ici à Dakar, les enjeux économiques, sociaux, politiques et environnementaux ont été au centre des débats lors du colloque international sur les trames vertes et trames bleues. Initié par le laboratoire de géographie humaine, les organisateurs pensent à soigner les plaies environnementales. La préservation de l'espace est désormais un objectif que comptent atteindre les géographes, une question qui sera discutée sur la place publique selon le professeur Mamadou Bouna Timera, interrogé par Habib Faye. Tout l'espace urbain est en train d'être loti, donc au détriment de ces espaces-là, qui sont pourtant des espaces importants pour le fonctionnement de l'espace urbain. Il y a d'autres espaces, quand vous allez vers Kermassar, il y a d'autres espaces donc, qui sont des espaces verts et des espaces, des étangs d'eau, des plans d'eau, mais des étangs d'eau, des plans d'eau et des espaces verts qui sont menacés justement par le développement urbain. On se tend à la sensibilisation, donc au fait de porter cette question-là sur la place publique, au niveau des espaces scientifiques aussi, parce que c'est un débat qui n'est pas très agité dans l'espace scientifique sénégalais. Donc au sortir de ce colloque, la question devrait être de plus en plus agitée sur l'espace scientifique, mais aussi... Des anciens honorés par la nouvelle génération, la Convention des jeunes reporters a célébré les doyens des médias, un sargal pour service rendu avec mention très bien. Voyons tout cela avec Mamadou Fall. Un parcours exceptionnel, un travail bien fait mérite forcément des éloges. Ceux qui ont tracé de leur sueur, de leur connaissance, les lignes de la presse sénégalaise sont honorés par leurs cadets. Le journalisme, une passion, un métier qui a fait des hommes distingués par la CJRS, une distinction appréciée à tous les niveaux. 83 à maintenant, ça fait beaucoup d'années quand même. Quand on regarde toute cette trajectoire, j'ai été particulièrement honoré et touché par cet hommage que la Convention des jeunes reporters a voulu consacrer à cette carrière assez longue, assez éclectique de patrons de presse, de présentateurs, d'anciens agents de la RTS, entre autres. Mon cursus un peu long. La meilleure distinction que celle offerte par des confrères. Parce que je me dis que le médecin est jugé par les médecins,
les avocats sont jugés par le barreau, si les journalistes se retrouvent et pensent que ma modeste personne, Daouda Diouf, doit être récompensée parmi d'autres, beaucoup plus méritants que moi, je ne peux que remercier la Convention des jeunes reporters. Une structure que j'ai toujours suivie, parce que je me dis qu'il n'y a pas que les écoles de formation, mais il y a la formation sur le terrain. Avec ce que je vois aujourd'hui, nous n'avons pas la chance d'avoir la Convention des jeunes reporters autant pour bénéficier de ces formations. Aujourd'hui, je vois la Convention qui fait une tournée dans les régions du Sénégal pour former, outiller les journalistes par rapport, par exemple, au code électoral, au comportement qu'il doit avoir, à la couverture médiatique. Nous, on n'avait pas ça. Je me dis que ça, c'est une école de formation. La Convention des jeunes reporters du Sénégal a également magnifié le travail abattu par le chef de l'État pour le rayonnement de la presse sénégalaise. La Convention a décerné au président de la République un sargal majeur pour célébrer sa belle contribution au développement de la nation, mais également ses apports fécondants pour la promotion de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. C'est rare pour être souligné avec emphase. J'exprime donc au nom du président de la République toute notre joie et nos remerciements à la Convention pour cette célébration du président Macky Sall, mais également pour l'ensemble de leurs œuvres qu'ils ont présentées en ce qui concerne le bilan annuel et les perspectives dégagées. Les jeunes reporters ont tenu à honorer tous les doyens de la presse, sans distinction de catégorie, pour service rendu au secteur des médias. L'UNESCO et l'École du patrimoine africain ont réuni les acteurs du patrimoine à Dakar. Il s'agit d'échanger et de discuter du vol et du trafic illicite de biens culturels en Afrique. L'objectif est de sensibiliser les différentes parties prenantes sur les enjeux liés à la problématique. Ibou Diouf. En Afrique, ces 15 dernières années, le continent a été le théâtre d'une recrudescence de trafic illicite de biens culturels. Le désir d'anéantir cette volonté de réduire ensemble cette mémoire collective mobilise tous ces acteurs. Parce que justement le trafic illicite des biens culturels prend de plus en plus d'ampleur. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de réclamer les biens qui lui ont été spoliés dans les années 1900. Mais il se fait que malheureusement, d'autres biens aujourd'hui partent encore par le trafic illicite. Donc, pour que nos enfants n'aient pas à réclamer eux aussi des biens en leur temps, nous avons le devoir et la responsabilité de renforcer les compétences, mais aussi les réseaux opérationnels de lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Le bureau UNESCO, soutenu par ses partenaires, s'est positionné en tant que plateforme d'échange et de coopération multilatérale. C'est bien aussi là le rôle de l'UNESCO, le rôle de servir de plateforme d'échange, de renforcement des capacités et de mise en réseau de ses États membres. Je saisis donc cette occasion pour remercier les partenaires formateurs qui ont bien voulu nous rejoindre dans cet exercice et qui mettront à contribution leur expertise tout au long de cet atelier. Cet atelier qui se tient à Dakar est une initiative pour renforcer les réseaux opérationnels de lutte contre le vol et le trafic illicite des biens culturels. Il nous paraît crucial de sensibiliser les communautés locales à l'importance de sauvegarder le patrimoine culturel, tout en insistant sur les retombées économiques à long terme qu'elles pourraient retirer d'une telle préservation par le biais notamment du tourisme culturel. Parce que la préservation de nos biens culturels participe à la formation de citoyens conscients et respectueux de leurs valeurs patrimoniales. L'objectif visé à travers cet atelier est de renforcer les capacités des différents acteurs pour prévenir et combattre le trafic illicite des biens culturels en Afrique. Merci Ebou. Et puis dans l'actualité sportive, Aliou Cissé et ses homologues sélectionneurs des équipes qualifiées à la CAN envoient à la CAF leur présélection respective de 55 joueurs. Une date des fenêtres des qualifications à l'Afrobasket masculin 2025 également connue. Le round-up de l'Actu Sport, c'est avec Cher Sadi Boudjara. Génération Foot et Djambar de Sali peuvent respirer. La commission de recours de la Fédération sénégalaise de football a annulé la décision de la commission de discipline de la Ligue sénégalaise de football professionnel qui leur avait donné un match perdu, respectivement face à l'US Gorée et la Sonacos de Diourbel. Elle ordonne même la reprogrammation de ces matchs.
Toutefois, la commission de recours confirme la décision de la commission de discipline donnant défaite par forfait à Génération Foot face au Diamono de Fatick. Pendant ce temps, les sélectionneurs des nations qualifiées à la CAN 2023 doivent déposer au plus tard leur présélection de 55 jours ce mercredi à minuit. Le 17 décembre prochain, Aliou Cissé et ses homologues doivent cette fois-ci envoyer au club les convocations des joueurs susceptibles de participer à la CAN en Côte d'Ivoire. Ce qui sous-entend que les sélectionneurs sauront à ce jour les 27 joueurs qu'ils vont appeler. La liste officielle sera publiée le 3 janvier 2024, le dernier délai, soit 10 jours avant la CAN 2023 du 13 janvier au 11 février 2024. Le milieu de terrain international sénégalais Nampalys Mendy, y sera-t-il? C'est la grosse interrogation du moment. Le sociétaire de Lens s'est en effet blessé à la cuisse face au FC Séville en Ligue des Champions. En attendant de connaître la gravité de la blessure du joueur de 31 ans, le quotidien L'Équipe annonce son absence des terrains le reste de ce mois de décembre. À un mois du début de la CAN, son cas peut inquiéter. Passons au basketball. Avec l'annonce des dates retenues pour les fenêtres des qualifications à l'Afrobasket masculin 2025. La première est prévue du 19 au 27 février 2024. Elle concerne les groupes B, E et D. La deuxième, c'est du 18 au 26 novembre 2024 avec la poule A et la poule C où se trouve le Sénégal. La troisième et dernière fenêtre est programmée du 17 au 25 février 2025. Les pays qui vont accueillir ces fenêtres ne sont pas dévoilés. Toujours en basketball, terminons par l'exploit réalisé par Guédiawaye Basket Academy. Ce club de la banlieue dakaroise a réussi la montée dans l'élite chez les hommes comme chez les dames, au grand bonheur de ses supporters et dirigeants. Fatick. Eh bien oui, la banlieue a du talent. Merci beaucoup, cher Sadibou. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant avec Maudy Guiraud, secrétaire général de la CNTS, pour évoquer les élections générales de représentativité syndicale. A tout de suite.